Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur. Ouh là là. On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, l'estomac se creuse et il n'y a plus qu'à continuer. Ah bon? Voilà, monsieur. Oui. Mais comment on boit ça? Du sec. Allez. Moi c'est Mika, Moi, c'est Adrien. bienvenue dans cet épisode de raisin et des papilles. Là, c'est la deuxième bière. Alors celle-là, c'est notre blonde qui est... Je voulais la faire goûter parce que elle exprime vraiment ce qu'on veut faire avec Benjamin. C'est cette rencontre des bières du Nord et des bières alsaciennes. C'est-à-dire que tu vas retrouver dans cette bière ce caractère et cette puissance des bières du Nord, mais dans une bonne buvabilité et pas forte en alcool. Elle est à 5 degrés. Pourtant, tu as un corps et une tenue en bouche qui est assez puissante. Et c'est vraiment ça qu'on voulait partager, enfin faire avec Benjamin et le partager aux autres, quoi. C'est des bières qui tiennent en bouche, qui soient présentes. Déjà au nez, c'est totalement... Et les blondes... qui soient pas trop fortes en alcool pour en boire des litres. Voilà. 4 ou 2 selon les... On répétera qu'on était à 10 à cette dégustation. À 10 bières. Au bout d'hiver, on joue 10 litres. Ah, elle est déjà plus sur l'amertume. Moi, c'est le côté... Il y a toujours un bel équilibre quand même dans tes bières. C'est Ouais. justement, enfin, Ouais, je moi, trouve je ça- trouve que tu as quand même beaucoup d'amertume par rapport à d'autres brasseries, même si tu disais que tu n'en avais pas forcément. Mais il y a toujours quand même l'équilibre, soit du fruit, soit de la fraîcheur. Tu vois, moi, son amertume me dérange moins que d'autres. Ce n'est pas dérangeant justement, parce que c'est équilibré. Après, ça dépend si on aime l'amertume ou pas. Mhm. C'est- Oui, après, il faut de tout. C'est comme l'acidité, finalement, dans un Ouais, vin, c'est pareil. en fait, S'il y a trop d'acidité, c'est pas... Mais tu peux jamais. Enfin, c'est toujours une histoire de concentration de chacun de tes critères, quoi. C'est ça. C'est toujours le ramener à tous les autres. Donc, si t'as beaucoup d'acidité, bah, c'est pas gênant. Si t'as tous les autres trucs qui vont avec, si t'as peu d'acidité, bah, elle va paraître trop souple. Si t'as tous les autres qui sont élevés, et comme ça, c'est toujours un ratio entre les différents éléments, entre les différents critères C'est ça. qui font l'équilibre. On a exactement la même approche dans la bière, hein. Par exemple, la ambrée, la IPA, de base, elles sont plus amères que les autres bières, mais ça se ressent moins parce que c'est plus contrebalancé par les maltes caramel derrière, les aromatiques des houblons. Donc c'est... Une bière se garde? Parce Parce que bon, il y a une DLEO, mais ça, je pense que ça, une c'est... bonne bière se garde, ouais. Si c'est bien, il faut bien la conserver. Il faut pas que ce soit Parce que bon, la DLU, ça c'est parce que c'est la loi et t'es obligé de la mettre dessus. Mais tu peux la garder. Après, ça dépend des styles de bière. Oui. Sur la Pils, tu vas pas la garder. C'est une bière qui se boit fraîche, qui se boit jeune. La IPA non plus, tu vas pas la garder parce qu'elle est très Plus la aromatique. blonde, la blanche. Tu vas avoir des bières de garde plus sur les blondes de haute fermentation, plus D'accord. sur les triples, Ok. les brunes, les trucs que tu... Mais pareil, après, c'est comment elle a été brassée aussi, si elle a été filtrée ou pas, si elle a été... Et aujourd'hui, ta clientèle, c'est quoi? C'est des particuliers, des professionnels? Un peu des deux, un peu de particuliers et professionnels, quoi. C'est vraiment des cavistes. tu sors combien, alors Je peux pas dire par an parce que t'as pas encore fait une année, mais... Ouais, on n'a pas encore... mais là, en 6 mois... Nous, ça fait 6 mois, dans 2 mois de Covid. Ouais, donc en 4 mois, t'as ça. Là, en fait, nous, ce qu'on est vraiment content, c'est qu'on a un très très bon retour vis-à-vis à la fois des particuliers. On a mis en place des livraisons et les particuliers ont été surpris. On a un bon retour sur la J'ai vu qu'à qualité des Chervillers, bières. il y a eu un gros mouvement sur le Locavor, sur... Avec le Locavor et la belle dynamique avec le Locavor aussi, ça c'était vraiment quelque chose de chouette qui s'est passé là pendant ce confinement. Et après on est soutenu aussi par des magasins comme le Biocop à Célestat, comme des cavistes aussi, comme l'ancienne laiterie, comme la Raison du Raisin, qui ont cru en nous tout de suite et qui nous ont tiré vers le haut, Ouais. et qui en plus apprécient nos bières, donc c'est
c'est super appréciable et nous on est contents quoi. Tu te vois faire par exemple un repas de Noël avec. Tu t'enlèves le vin, tu mets de la bière. Ah oui. Bon, je me demande même si je l'ai pas déjà fait, mais moi je cuisine beaucoup à la bière, je bois beaucoup de bière avec mes plats. Donc moi je suis convaincu de ça. Après, et je suis convaincu et je vois que ça se développe aussi. Il y a des la part des restaurateurs et de la part des brasseurs. Les chefs ont évolué aussi, les chefs de cuisine ont évolué. Les chefs de cuisine, et puis les brasseurs aussi, on fait des bières plus gastronomiques. Qui ont plus de caractère, qui ont plus des profils aromatiques plus complexes, plus définis. Donc forcément, ça c'est plus facile aussi à associer à de la cuisine. Toi, tu as une idée pour mettre la charcuterie avec Justement, j'ai envie qu'on teste ça très prochainement, mais je pense que ça peut bien marcher. Avec certaines bières, faudra essayer, faudra qu'on en discute, si ça se fait, il faudra que tu viennes, qu'on se fasse une planche comme ça, qu'on ouvre des bières et puis qu'on voit ce qui marche bien pour Après, c'est vrai que ce genre de soirée, quand le vigneron est là, c'est quand même ou le brasseur. Finalement, c'est quand même une chance parce que les gens sont impressionnés surtout quand il se met à leur niveau. Finalement, il sait pas forcément tout non plus. C'est ça qui est drôle, c'est qu'ils ont pu affaire des gens qui soient un peu. On est des êtres humains. Ouais. On apprend tous les jours. Mais souvent les gens ont peur. Tu vois, c'est souvent ce que je dis. Et moi, j'étais le premier à souvent culpabiliser les gens, à les engueuler quand ils allaient au supermarché. Mais un jour, je me suis mis à la tête d'une personne qui s'y connaît pas en vin, mais qui doit quand même boire du vin parce qu'elle aime ça. Mais elle n'ose pas. Il y a le problème de confiance en soi, je connais pas le vocabulaire. Faire la démarche d'aller chez un caviste, c'est pas forcément simple. C'est intimidant, un vigneron aussi. Ouais. Et un vigneron, on peut parler de Théo, on peut parler de toi, on peut pas. Si tu t'y connais pas, c'est pas facile, quoi. C'est pas. Même si vous êtes accueillant et que vous n'avez pas de dire. Aquilé, il y a toujours quelqu'un qui est là, en tout cas, pour vous faire déguster. On a une plage horaire assez large, et toujours 2 ou 3 personnes derrière le bar, donc ça c'est cool. Mais c'est vrai que c'est pas facile et ça fait peur, je comprends. Ouais, c'est ça. Et c'est ça que. Il faut créer des événements ou créer des situations où les gens viennent pas forcément à la base pour ça et se rendent compte que finalement on peut l'associer avec plein d'événements de la vie, quoi. Non, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on réfléchisse parce qu'on en parlait hier, moi j'arrête pas d'en parler avec d'autres et il faut réfléchir à c'est peut-être le moment là, il y a l'après-confinement, on parle toujours de tourisme durable. Je pense que c'est le moment où, et même quand tu regardes pour des événements qui sont plus tardifs, mais Strasbourg il y a une vraie réflexion sur le marché de Noël, d'autres villes aussi, et puis il n'y a pas que Strasbourg, mais donc je pense qu'il y a quelque chose à faire. Les gens ont envie de manger de plus en plus local. Alors tu disais que tu avais moins de gens maintenant qui venaient alors que tu avais perdu un peu de clientèle par rapport à... Non, mais ça, c'est le coup après le déconfinement, il y avait moins de livraison, mais c'est normal, les gens après reprennent leurs anciennes habitudes et c'est pas forcément. C'est comme ça. Mais c'est à nous aussi d'aller les voir, d'aller chercher, d'aller leur proposer des choses différentes pour qui désimpérialisent, enfin je sais pas comment on dit là, mais qui... On est des êtres humains qui sont passionnés par ce qu'ils font et nous on adore le montrer, le faire déguster et montrer notre passion et puis donc c'est plutôt positif. Ça se transmet, ça se voit aussi je pense. C'est très bien. Place au troisième, j'allais dire troisième vin, mais non, troisième bière. Place à la troisième bière. Une IPA, c'est les initiales de Indian Pale Ale. C'est un style de bière qui a été inventé par les Anglais quand ils avaient leur colonie en Inde et pour mieux conserver la bière. Alors attention, les colonies, c'est un sujet sensible en ce moment. C'était à l'époque. Tu veux parler de ça ? Non. C'est dangereux. Et pour transporter la bière pendant leur long voyage là, de 4-5 mois, ils rajoutaient beaucoup plus de houblon et mettaient un peu plus d'alcool dans leur bière pour une meilleure conservation, parce que le houblon est un conservateur naturel. Et donc ça donne des bières un peu plus fortes en alcool et plus alcooleux, très, très houblonnées. Donc
ce style est revenu à la mode par les Américains avec leur Et j'ai houblon, l'impression que c'est ce que les gens boivent de plus en plus. Là, et puis, houblon, j'en vois partout. c'est des nouveaux goûts hein, que tu trouves dans la bière. Ça te fait exploser. Tu as des houblons, des profils aromatiques qui sont complètement différents. Tu as plein de variétés différentes de houblons. Tu peux partir dans le Mais dans c'est les les bières agrumes, artisanales dans qui les- ont donné l'envie aux brasseries industrielles de faire de la IPA parce qu'avant, Ah oui, oui, Cronenbourg n'en faisait pas. oui, oui. Ah oui, c'est parce qu'ils ont Même, vu le peut-être les vins marché nature apprendre, mais- ont donné envie de faire des bières non filtrées parce qu'avant il n'y en avait pas. Peut-être que ça a eu une influence, ouais. Ouais. Trop jeune dans l'histoire des vins nature pour savoir, pour connaître ça, mais c'est largement possible. En tout cas, je suis sûr que ça gêne aucun producteur de vin nature de boire des bières troubles. Ça, je suis à peu près convaincu. Ça c'est sûr. Par contre, l'inverse est peut-être plus difficile. Peut-être, je sais pas. Faut demander à un brassard ce qu'il pense de voir un vin trouble sous les yeux. Ça m'embête. Moi personnellement non, ça m'embête pas, mais après ça peut. Qui c'est qui nous a fait C'est aussi une discussion qu'on a dans la bière, hein, les bières troubles, les bières plus claires, il y a des brasseurs ça dérangera, des brasseurs ça dérange moins. Après, moi personnellement, les deux me vont, mais c'est vrai que souvent, je me demande si c'était pas Domaine Lissner qui disait que boire une bière non filtrée, ça va, mais un vin non filtré, c'est bizarre pour les gens, Pour pour le consommateur. ok. Ouais, peut-être qu'on n'a pas encore compris ou vu le. Enfin ouais, peut-être que les gens sont. Bah, il faut encore les éduquer. Hein, Mais c'est encore comme- même pas. Hein. C'est Il faut encore. Sournois, servir à l'aveugle, tu goûtes, Ouais. c'est bon. Ah bah tiens, regarde à quoi il ressemble. Ouais. C'est ça. non, mais c'est ça. Ça Et- marche à tous les coups, ouais, c'est sûr. Et Faut du juste, coup, alors l'évolution dans les 5 ans, tu te vois où Pour la bière artisanale ou... ta brasserie à toi? Parce que là, si en 4 mois tu me sors déjà ça, Non, mais après. j'ai peur que ton côté local va vite exploser en vol et que tu vas intéresser. On est quand même avec Benjamin, on est quand même vachement attaché à ce côté local et artisanal, donc pour le moment, hein, après je peux pas dire ce qui va se passer dans 4 ans, mais nous on aimerait déjà que la brasserie se pérennise, Bien sûr. qu'on se sorte un salaire tous les deux sur la brasserie et vraiment je pense qu'on veut vraiment rester local, donc ça sera plus sur le développement peut-être du Biergarten, peut-être j'en sais rien moi, plus tard on verra, parce qu'on on est à 6 mois d'ouverture, mais d'un restaurant avec des bières mais vraiment rester local, on veut pas grandir et de reproduire les schémas qu'il y a eu dans des brasseries industrielles, tu vois, c'est pas non, notre- non, nous, on veut ça. vraiment avoir encore la main mise sur. Qu'est-ce que tu entends par local? C'est Alsace ou Ouais, Alsace, ou la France? Alsace, ça nous suffit. D'accord. Ça nous Et suffit. quel est le regard que tu portes sur cette jeune brasserie? Pardon. Cette jeune brasserie et sur l'évolution est-ce que tu décèles? Ouais, je décèle en tout cas une démarche que j'apprécie, une philosophie qui me plaît et du coup je peux que avoir beaucoup d'espoir dans cette cause-là, donc je me réjouis de son futur et de voir les deux altruistes grandir, et j'espère que le monde verra plein d'altruistes grandir, c'est cool. Pourquoi altruiste d'ailleurs? Mais en fait c'est parce que avec Benjamin on brassait pour nous et puis pour les copains, tout ça, Ok. tu vois, et avec notre système de 60 litres, donc ça fait quand même déjà un beau petit volume. Et donc quand on arrivait à chaque fois aux soirées, tout ça, on ramenait les bières, on était les altruistes de la bière, quoi. Et puis donc on a gardé ce nom altruiste. C'est bien d'être pote avec des brasseurs. Et c'est Je un. beaucoup invité à l'époque. Depuis qu'il les vend un peu moins. Bon copain qui Et c'est une image, on voulait aussi donner une image positive, parce que c'est vrai que dans ce monde qui est un peu dur quand même, hein, on voulait avoir un nom qui soit vraiment positif et avec une notion de partage,
Voilà, c'est vraiment pour ça qu'on a pris ce nom altruiste. Ouais. C'est une étiquette qui plaît beaucoup, en tout cas en cave. Je sais qu'elle intrigue. Justement, beaucoup, et c'est retour des clients, c'est. hyper positif. Après, c'est vrai que tu en parlais tout à l'heure. Les choses qu'on aime bien, on les propose beaucoup plus facilement aussi. Donc voilà, il y a certaines bières qui partent beaucoup plus facilement que d'autres. Ça, c'est sûr. Moi, je ne connaissais pas, donc moi, c'est vraiment. Ah oui. Je me suis. C'est vraiment la première fois que je goûtais des bières et je trouve que c'est très équilibré. On sent. Alors, même je vois le personnage sur la bière et moi, j'aime bien cette relation entre kiffer et le produit que je goûte. Et souvent, plus je connais le vigneron ou le brasseur maintenant, puis je sens que, ouais, et en fait, ça se ressent, quoi. Moi, je pense que, le local, mais le local, c'est bien. C'est même très bien. Mais je pense qu'on va entendre parler de toi. Très rapidement. On verra. Hein. En tout cas, je te le souhaite. Et nous, on sera prêts à te soutenir. Non, mais parce qu'à un moment donné, moi, un type qui, en 6 mois, a eu 2 mois de confinement, donc 4 mois, qui arrive à faire 5 bières déjà équilibrées, machin, qui arrive à avoir un respect. Alors, ok, c'est du local, mais bon, Aquilé, c'est connu, et voilà, c'est un gage quand même de pas de sécurité, mais de reconnaissance. Je trouve ça plutôt bien. Ouais, après, on est poussé par par les personnages comme Jean, comme Pierre, comme de tous ceux du domaine Aquilé qui ont un savoir-faire, qui ont un état d'esprit, qui nous, quand tu discutes avec eux, ça nous tend pousse vers le haut, quoi. T'as toujours envie de faire mieux, d'aller explorer des pistes et tout. Donc c'était déjà un peu notre état d'esprit, mais quand en plus t'as ces super rencontres comme ça, c'est que du bonheur. C'est nourrissant, hein. C'est enrichissant. C'est pour ça qu'on fait le podcast. Enfin, moi, toi, les vidéos, la cave, c'est parce qu'à un moment donné, on s'engrandit. Du coup, on va passer au vin. Au vin. Oui, ça s'appelle Chervillers. Oui. Donc en fait, je comprends, chaque domaine a mis le nom de son village. On a Trenheim, on a Chervillers. Ok. Il y a 11 appellations communales en Alsace et Chervillers fait partie. Et puis on associe à chaque fois une aire géographique précise d'une commune à un cépage. Et en l'occurrence, Chervillers depuis longtemps. Moi, je trouve que d'un point de vue consommateur, là je parlais consommateur, je trouve qu'entre les lieux-dits, les appellations communales, les grands crus, ça fait beaucoup. Est-ce qu'on n'a pas tendance à s'y perdre ? Alors, ça dépend qui te l'aura expliqué avant. Encore une fois, il y a un gros travail d'éducation, mais cette méga diversité, elle permet d'avoir une solution à n'importe quelle situation. Si tu veux manger quelque chose qui aille avec une tapenade d'olive, tu vas trouver un vin. Si au contraire tu veux manger autre chose, tu auras un autre vin. Si tu es fatigué, tu auras un vin. Merci. Si tu as envie de faire la fête, tu auras un autre vin. Et cette grande diversité, elle permet justement d'avoir une solution à chaque problème, quoi. Mais est-ce que tu penses pas que le vin d'Alsace c'est un gros problème de lisibilité sur le fait d'avoir Je pense qu'il faut faire confiance. Je pense que... Oui, mais avant faire confiance, il faut revenir. Et moi, des discussions qu'on a eues avec tes confrères, c'est qu'il y en a plein qui sont partis, qui ont tendance à revenir maintenant. Mais il y en a plein qui, pour le moment, ne sont pas encore revenus, qui ont encore cette idée d'esprit de le vin d'Alsace, mal au crâne. Ils savent pas ce qu'ils ratent. Oui, mais bien sûr, ça nous le sait. On est assez à en boire, ça on va. le sait. Mais Moi, je pense qu'ils sont justement, en train de changer. Qu'il y a eu des abus dans plein de professions, dont la restauration, Oui. où on veut toujours faire des x6 ou x7, et qui, Oui. pour moi, je veux pas mettre plein de copains restaurateurs à dos, mais je pense que c'est pas, même nécessaire. pour eux, Ouais. c'est pas forcément le meilleur moyen, Non, je suis parce que d'accord. si ils rajoutaient toujours la même marge, plutôt que de faire des coefficients, ils gagneraient pas forcément moins, parce que les gens consommeraient peut-être plus facilement, et ils perdraient. Je pense pas qu'ils perdent d'argent à juste répéter une marge systématique, ou en tout cas
adapter peut-être, mais pas juste faire appliquer un simple coefficient, parce que là, effectivement, tu vas payer une bouteille d'un grand Bordeaux à 1200 balles au resto, et c'est un peu dommage, parce que l'explication autour du vin, elle peut être aussi simple ou aussi compliquée que s'il allait présenter un vin, un autre vin de Bordeaux qui serait, enfin, parce que là tu parlais de Bordeaux, mais on peut avoir la même démarche dans l'explication, elle justifie pas de faire x5 sur une bouteille à 200 balles ou une bouteille à 4 euros. Enfin, Mais l'écart est trop important et c'est pas juste, je trouve. Ça, et puis ça incite les gens à prendre toujours les entrées de gamme en fait. Ouais, Alors que d'avoir un droit de bouchon et puis juste faire un x2 et avoir un droit de bouchon, c'est beaucoup plus intéressant. Bien sûr. Ça permet Mais de- le consommateur entre un vin d'Alsace à 10 euros et un autre vin d'une autre région à 10 euros nature, il prendra quoi? Il prendra l'autre, il prendra pas l'Alsace. Ça dépend qui l'amène. J'arrête avec. Enfin, non, je vais pas arrêter avec ça parce que je le pense. Je suis vraiment convaincu que Ah non, mais ça c'est va bien. dépendre moi. du professionnel qui va servir ses clients, quoi. Mhm. Si lui-même il est convaincu qu'on peut trouver des canons sympas en Alsace ou même des grands vins, ben il va en faire la promotion, et s'il n'a pas eu la chance d'avoir une bonne expérience, ben il la fera effectivement pas partager, quoi. On goûte quoi? Tu as le droit de mettre Chervillers sur Ouais, l'étiquette, parce que ouais. ça fait partie des 11 appellations communales, justement. très bien. Donc comme au trot, ils ont le droit de marquer, au lieu de marquer juste Pinot Noir, ils peuvent marquer au trot sur du coup Chervillers, on peut, à condition que ce soit du Riesling qui soit planté qui soit travaillé dans les conditions définies par le cahier des charges de l'appellation communale. Ok. Sur cette aire géographique précise, tu as le droit de l'appeler comme ça. Ça fait partie des 11 appellations. Donc c'est un cahier des charges spécifique à chacune. Mhm. Et à ce moment-là, tu as le droit de revendiquer le nom de la Village, commune, quoi. ouais. Pour que justement les gens associent au bout d'un moment le village à ce type de vin-là. Mhm. Et donc oui, on peut l'appeler Chervillers. D'accord, ok. Et donc ça, c'est 3 vieilles parcelles qui ont entre 60 et 65 ans. On est donc dans les graves de Chervillers. Chervillers, c'est une sortie de vallée. On appelle ça un cône de déjection. C'est un peu moins sexy comme nom, mais ça s'appelle quand même comme ça. Et donc c'est une sortie de vallée où on a eu tous les éboulis, tous les dépôts de roches qui viennent de cette vallée, qui sont posés dans cette plaine. Et du coup, ça fait des sols très pauvres, très sableux. Donc on entend par sol pauvre des sols qui contiennent peu d'argile, donc qui ont une faible capacité à retenir les éléments et l'eau. Donc ça donne des profils, même sur des très vieilles vignes avec des tout petits rendements comme ici, ça donne des profils qui restent assez droits, assez salins, assez minéraux, malgré l'énorme concentration des vins à la base. Mhm. Donc on a une aromatique plutôt confite, plutôt presque... Ça fait référence à plein de choses sucrées sans pour autant à l'analyse avoir du sucre. C'est Mhm, juste mhm, parce que complètement, ouais. il y a la finesse liée à la grande maturité des petits rendements, quoi. Il y Ok. a vraiment ce côté presque sucré. Je l'ai pas encore Ouais. pris en bouche, mais au nez, on a l'impression de ça. À l'analyse, le on Riesling est qui très sert à bas, ton quoi. crément, c'est aussi cette parcelle-là ou Il y en pas, a en c'est même partie ça qui vient de là-bas, alors que le Riesling c'est 50% de notre encépagement, donc on en a à peu près sur tous nos terroirs et on l'utilise de différentes manières. Mais ouais, on a beaucoup de nos vignes parce que historiquement dans la famille on avait toujours beaucoup de nos vignes dans cet endroit-là. Mhm. Et du coup il y a une partie qui sert aussi à notre crément, effectivement. Ouais, il est Ce expressif, côté hein. brioche, un pain au raisin, Ouais, brioche, un peu exactement. dans ce style-là. Ouais, ouais. Il est très brioché, très. J'aime beaucoup. Alors, Julien, tiens, on va faire le brasseur qui parle le vin. Bon, je me régale. Hein. T'as le droit de dire le contraire, je veux pas te... Bon, après, moi, c'est vrai que Riesling, je suis assez client. Super salivant quand même en fin de bouche. C'est que t'as vraiment cette attaque où t'as l'impression que tu vas être sur quelque chose de très compoté. Et puis là, en finale, t'as vraiment ce côté salivant. Accessible, c'est ouais, c'est bon, quoi. Un poil d'oxydation quand même aussi. Ouais. Donc, et, Là on souffre, on a eu 1 gramme avant mise, Ouais. 1,5 gramme et demi avant mise, et D'accord. rien tout le reste du process. Donc on les protège pas du tout de l'oxydation pendant leur élevage, pendant leur. Donc c'est possible qu'il y en ait. Il y en a. Enfin, je suis d'accord avec toi, je te rejoins, mais c'est pas un truc qui me perturbe dans la mesure où c'est de nouveau pareil. Si tu as une
concentration de plein de choses. Si tu en as un qui est assez élevé, si les autres le sont aussi, c'est pas gênant et il fait juste partie de cette matrice globale, quoi. Oui, ça prend pas le dessus du tout, c'est clair. Non. Et oui, il y a des notes oxydatives. Du coup, vous voulez qu'on continue sur Bah un oui. autre Riesling parce qu'on a la chance d'avoir différents terroirs avec différents types de sols et on a du Riesling sur à peu près chacun. On a beaucoup d'autres cépages, mais Et des bières avec des mares de raisin, je sais que ça se fait un petit peu. Est-ce que c'est quelque chose qui te tente? Est-ce que... Oui, après, il faut que je travaille pas mal ce domaine-là. C'est quelque chose que j'ai pas beaucoup travaillé, ça. Mhm. J'ai déjà expérimenté plutôt des assemblages que des vieillissements et des... Mais ouais, c'est des choses qui sont intéressantes à faire. Bon, oui, parce que ça peut apporter complexité, Mhm. des choses que tu peux pas faire avec tes levures, tes houblons. et tu- Mais ça, c'est hyper ludique de partir sur le même cépage et vraiment de voir la différence que le terroir te donne. C'est parfait, ça. C'est vrai que pour certains, le vin nature, c'est forcément un vin déviant et qui est complètement à côté de la plaque. Donc, ouais, c'est vrai que ça peut être une porte d'entrée aussi. Mais comme tu parlais des labels, il y en a beaucoup qui se tournent, j'ai l'impression, d'anciens bio qui se tournent vers la biodynamie maintenant parce que c'est une méthode de se différencier du bio-industriel, entre guillemets. bien sûr. Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose de positif Tant mieux s'il y a plus de biodynamistes. Mais ça me gêne. Nous, on a marqué bio sur nos bouteilles et je suis très fier qu'elles le soient. Au-delà de la culture, juste parce que c'est un mouvement aussi et parce que avant, on était souvent seul dans notre vignoble et pas compris et même vraiment pas compris dans le sens négatif du terme. Et aujourd'hui, il y a des gens qui posent des questions et puis il n'y a plus beaucoup de parcelles où j'ai pas de voisins qui soient pas en bio et c'est aussi parce que ces grosses structures l'ont développé et Bien sûr. l'ont rendu possible. Donc tant mieux. Ouais, non, j'ai pas de problème avec ça. On a le tolérant du vignoble. Non, parce que c'est vrai que on n'a pas. C'est bien d'avoir ce discours un peu bienveillant, que moi je pas forcément toujours, je l'avoue. Encore plus. Non mais Tant mieux, il faut des gens qui soient plus. encore plus depuis que j'ai travaillé dans un magasin bio et que j'ai vu un peu l'envers du décor et que. Mais justement, on parlait de label tout à l'heure. Il y a un label qui va arriver sur les vins Les nature. vins nature, Tu ouais. vas y adhérer, c'est. On est en tout cas curieux de voir ce qui se passe. Ouais. Pour l'instant, il limite aux vins qui ont été produits trop récemment pour ce qu'on est prêt à étiqueter, mais je crois que c'est que les 2019 et 2020 qui pour l'instant peuvent prétendre à Oui. l'être. Et nous, on est dans une démarche plus de conservation des vins avant de les sortir. Donc pour l'instant, on n'a pas encore, même Ouais, si ok. on avait voulu, on n'a pas de vin qui soit vendu aujourd'hui de 2019 ou de 2020, donc on peut pas le poser sur nos bouteilles. Mais je suis pas contre parce que leur cahier des charges est bien foutu, je trouve. Ouais. C'est assez clair. Et si ça permet pour les gens d'être encore plus lisibles et qu'ils aillent s'intéresser à ça, bon, pourquoi pas, carrément. Ouais. Le logo s'intègre dans votre charte graphique. En plus. Ouais, en plus, ouais. Il a un défaut pour l'instant, c'est qu'il a un tout petit texte qui, ramené à l'échelle de nos logos sur les bouteilles, sera complètement illisible. Mais je pense qu'on ne sera pas les seuls dans ce cas-là, et du coup, ils vont peut-être changer ça. Mais c'est vrai que ce contraste noir-blanc, on retrouve ça sur nos étiquettes. Donc, Du coup, on est sur un deuxième Riesling, c'est ça? Là, on est sur un autre Riesling, exactement. On est sur un granit. Donc il s'appelle Granit parce que les vignes poussent sur du granit, sur le Grand Cru Frankenstein à Dambach-la-Ville. Il n'est pas revendiqué en Grand Cru parce qu'il est vraiment très différent de ce qui se fait. 80 hectolitres hectares, tu me disais. Non, c'est pas vrai. Non, ne joue pas, c'est Adrien. non, juste aromatiquement ou gustativement, on sort complètement de l'état d'esprit du Grand Cru classique, aussi par la méthode, parce qu'avant on parlait en bière des grandes marges de manœuvre, des libertés qu'on pouvait avoir. En vinif, même si on part que d'un ingrédient, on peut aussi avoir plein de manières de le travailler, et puis là-dedans, donc c'est un pressurage direct, mais on a laissé de côté quelques raisins, quelques kilos de raisins même, qu'on a mis dans des grands sacs de thé, l'équivalent quand même des grandes chaussettes, mais clean quoi. Pas des belles chaussettes, et on l'a laissé infuser pendant tout l'élevage du vin. Donc pendant 1 an et demi, les raisins ont macéré dans cette cuve de liquide de jus qui a fermenté,
Et donc sur lit total, et c'est non filtré. Et c'est un vin qui a une belle histoire pour moi parce qu'il est, enfin que j'aime bien parce qu'il est passé par toutes les phases qui font flipper à peu près tous les œnologues ou tous les. Vraiment, il a eu des souris, il y a eu une graisse, il y a eu tous les trucs compliqués qu'on essaie de fuir au maximum. Mais après, quand on travaille sans filet, ben ça peut faire ça. Et souvent, les vins qui en sortent avec le temps, ben c'est ceux que je préfère parce que ils sont devenus plus forts de ces expériences. Et c'est drôle, ouais, c'est vrai qu'entre les sols, il y a une différence entre le premier qui était un Riesling. Alors on resitue, le premier était un Riesling aussi. Qui joue, Ça du doit coup, jouer, la Bien couleur, sûr. elle est liée à ça. Bah, la couleur, Alors la couleur y est liée, par contre l'aromatique, je trouve que ça a juste permis de mettre en avant encore plus les caractères propres de cet endroit-là, où on a des notes mentholées, on a une finale saline, on a un côté... Enfin toutes ces notes-là renvoient au sol granitique, mais ça les a mis encore plus en avant, donc... Oui, le style va changer à cause de ça, donc ça va rendre les deux vins très différents, mais ça sera pas pour autant moins caractéristique de l'endroit où la vigne a poussé, quoi. Ça file beaucoup plus droit, c'est un peu plus austère aussi Ouais. que le précédent. Ouais, mais c'est... Ouais, exactement. Ouais, c'est vrai qu'il est bon. Moi, de toute façon, Granit, je suis fan. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, de Dambar ou de Chervillers. Voilà, je on trouve est que- voisins de chez Florian là. Non, mais c'est vraiment. Justement, c'est quoi ton point de vue sur la macération? T'en fais? J'en fais. Je redécouvre, ou je découvre tout court même, sur les rouges bien sûr. Ça, Et d'autres- et mais d'a- sur les blancs. Et d'avoir d'autres méthodes de genre, voilà, on parlait de Florian tout à l'heure avec son amphore. Est-ce que d'autres méthodes de vinif, c'est quelque chose que tu as envie de tester, essayer? Ah ouais, je suis très curieux. On fait le choix chaque année au vendange donc je suis pas tout seul. Il y a quelqu'un qui m'accompagne au pressoir, à la Ok. réception, et on prend pas quelqu'un de l'entreprise, on prend à chaque fois quelqu'un qui vient d'ailleurs. Et cette année, par exemple, si l'administration le permet, on aura un Anglais Ok. qui donne des cours d'œnologie à côté de Londres. Et l'idée, c'est que chaque fois quelqu'un d'autre vienne et qu'il apporte ses propres influences. Donc, pour l'instant, on n'a que 4 vendanges derrière nous. Donc, il y a déjà eu les couettes Chaleur, on a fait ça. On a fait l'année dernière, on a fait macérer des raisins dans toutes les cuves. On a justement des macérations, comme tu viens de parler, qu'on aimerait développer aussi. Donc, pour l'instant, c'est plutôt... nous, on a 15 différentes références, mais on n'a que un one-shot par an. On peut pas recommencer toutes les 2 semaines à tester les trucs. Donc, pour l'instant, en 4 ans, on a essayé beaucoup de C'est choses. peut-être ça la différence entre comme brasseur et un vigneron, c'est que le vigneron, il faut qu'il fasse gaffe toute l'année. Toi, à la rigueur, Ouais, on peut tester peut-être plus facilement. Ouais, je pense. On fait gaffe quand même parce que. Et c'est ça qui est magnifique dans le métier, parce que finalement, moi, je vous observe côte à côte. Moi, je pense qu'il y a un beau petit duo là. Et je pense que nos papis vont se. Moi, j'ai bien envie de suivre l'histoire. Je sais pas toi, mais. Ça donne envie de faire du tennis en face. Comme moi pour toi, du coup. Mais il y a plein de. Non, moi je pense que. Et sachant qu'à Strasbourg, il y a une distillerie qui vient d'ouvrir aussi, ça aussi, ça m'éclate un petit peu. Il y a moyen de s'amuser. Ouais, je pense que localement, on va se faire plaisir. Bon, place au. Au troisième vin. Yeah! Du coup, on va faire un truc un peu enfin, je vais le chercher en cuverie, en stock. Tu m'as demandé que dans la série, ce serait cool. Enfin, tu m'as dit que ce serait cool que dans la série, il y ait un vieux vin. Et on va chercher le vin qui est en même temps le plus vieux et le plus jeune. On peut aller tous ensemble à la cuverie. Du coup, on est dans la cuverie. Non, la cuverie, c'est complètement. Pour. Bienvenue au stade de la Méno. Du coup, on se retrouve dans la cuverie pour le troisième vin. Comme dit, je demande toujours aux vignerons de goûter 3 vins, 2 vins, 3 vins qu'ils choisissent, mais surtout non, un vin qui est un peu plus vieux. On a eu la chance d'avoir des 1990, des 2001, c'est toujours un moment assez intense. Et là, le moment encore plus intense, puisqu'on est dans un des endroits que j'aime le plus chez les vignerons, c'est le chai, où tu as l'impression que, comme dans une église, où tu as le vin qui dort, qui sommeille, qui grandit. C'est assez impressionnant, assez mystérieux aussi.
ce que j'appelle le mystère des caves. T'es assez d'accord sur le mystère des caves? Ouais, ouais, j'adore. Mais ça peut aussi être, des fois c'est très calme, mais on a aussi une grosse sono où on peut transformer ça rapidement en endroit où le vin vit aussi l'énergie des gens qui travaillent ou qui sont dans les parages, quoi. Bon, bah, je vous annonce la première rave partie du raisin et des papilles. Alors, on est toujours avec Julien. Par exemple, ouais, là il y a de l'énergie un peu. Le vin d'Alsace se garde bien ou pas? Pour l'instant, tous les vieux vins que j'ai eu l'occasion de goûter, j'ai au moins aussi bien aimé que les vins jeunes, et au contraire, je crois que j'ai même plus aimé que les vins jeunes, donc ma réponse serait oui. Mais... J'avoue que cette question-là aussi. Par contre, je crois que monsieur... Ah, attendez, il y a juste un événement qui vient de se produire, il y a la moustache qui frétille. C'est la première fois parce qu'il est pas trop, je pense que c'est pas, c'est pas très vin de garde. Alors si, bon, alors sur les ça c'est un peu réducteur de dire ça. Non, je trouve qu'un vin effectivement se goûte beaucoup mieux 3 à 4 ans après, surtout sur des grands crus. Par contre, les vins qui ont 10, 15, 20 ans, moi j'ai un peu plus de mal sur ces arômes un peu oxydatifs, évolués en fait, qui peuvent garder une belle fraîcheur, mais c'est pas trop mon truc. Je fais partie peut-être de cette génération que tout le monde critique et qui boit ses vins peut-être un peu trop jeunes. Mais voilà, en tout cas, ce sont mes goûts. Et attendre 4-5 ans, ça apporte du plus. Attendre plus, pour moi, je trouve que c'est un peu dommage. Et moi, j'aime bien me poser des questions qui provoquent un peu. La réponse là qui provoque, c'est pas la question. Voilà, en tant que brasseur, là, on a une belle piqûre lactique, là. Ouais. Moi, j'adore. Mais après, sur des styles de bière, tu vas rechercher aussi. Ouais, des sour beer. Donc parle-nous, c'est donc ce qu'on goûte. Ce qu'on goûte, c'est pas en vente, c'est une Solera de base crément. Donc chaque année, on remplit ce gros foudre et on lui enlève. Donc chaque année, on enlève une partie pour mettre en bouteille de ce gros foudre et on le recomplète avec le nouveau millésime. Donc là, comme on a démarré en 2016, il y a du 2016, 17, 18 et 19 dedans pour l'instant. Mais est-ce que ça va être une marque de fabrique, la Solera? Parce que j'ai déjà entendu ça quelque part. Bon, c'est quelque chose qu'on trouve intéressant déjà parce que il faut vider chaque fois un petit peu, donc c'est l'occasion de faire la fête. Et puis ça retrace un peu l'histoire et chaque millésime va apporter quelque chose. Et pourquoi pas en vente? Parce que c'est bon. Non, parce que comme c'est une base crément, on veut faire des élevages sur latte qui soient longs. Et pour l'instant, on a planqué toutes les palettes de ce futur crément-là. Mais il existe quelque part, c'est ça? Il existe quelque part, mais même c'est une chasse au trésor. On a promis de pas toucher encore ce vin. On l'a jamais goûté depuis qu'il est en bouteille, ce qui est un peu frustrant, mais en même temps super excitant. Donc, et combien de temps? Pour l'instant, depuis 2017, le premier tirage, donc ça va bientôt faire 4 ans. Et tu attends combien de temps? On verra. Pour l'instant qu'on n'en a pas encore trop besoin, on va continuer. Mais on s'était dit à la base 5 ans d'élevage sur latte. Donc ça voudrait dire qu'en 17, ça nous ramènera en 22. Bon et dans 2 ans, on sera encore là. Oh. Non, parce que c'est vrai que la Solera, c'est quelque chose qu'on a dégusté il y a pas longtemps, qui sera dans le prochain épisode. L'épisode 12 avorté, donc dans l'épisode 13. J'ai bien tout suivi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. J'avais fini de le monter et puis carte SD, HS. Bon. Ça, c'est vraiment même votre crémençaise, moi aussi je me suis mis un carton de côté en me disant non, celui-là je le vends pas, je vais plus rentrer le 17 entre temps parce que j'adore. Je la garde super. Du coup, on va terminer là-dessus. Je vais vous laisser le mot de la fin. Moi, je trouve que c'était assez intéressant de faire un épisode ensemble. Je pense qu'on a eu une bonne idée. Je sais pas ce que t'en penses. Bah si, c'est super intéressant d'avoir un avis extérieur de quelqu'un qui fait quand même quelque chose d'un peu similaire dans l'esprit, dans les problématiques que tu peux rencontrer, dans le fait de faire aussi un produit qui se boit, qui n'est pas forcément nécessaire à la survie de l'espèce humaine. Donc c'est assez intéressant d'avoir ce point de vue-là. Je pense que plus tard un cuisinier, d'avoir quelqu'un qui fait du jus de pomme, d'avoir plein de choses différentes, ça peut être très intéressant parce qu'on recherche les mêmes choses, on recherche un goût, on recherche du plaisir et puis c'est ça qui est beau. Exactement. Du coup, je vais laisser le mot de la fin. Je vais commencer par le brasseur. Je sais pas, le plus jeune, c'est qui? Vous avez le même âge? T'es né quand? T'es en 87, du coup. 87? Non, 86, décembre 86. Ah, t'es 87, toi?
Je suis plus jeune. Ah place au, allez, 87. place au plus vieux. Voilà, ton mot de la fin, ce que t'as pensé de cette aventure du raisin et des papilles. C'est super enrichissant de discuter avec des passionnés, et puis c'est vrai qu'on fait pas forcément le même produit, on n'a pas le même mais on se rejoint sur beaucoup de points communs sur la façon de travailler son produit, la passion, et c'est ça qui est top, quoi. Ça donne envie d'aller tenter, d'aller plus loin, et puis de partager, c'est surtout ça, le partage, d'aller rencontrer les gens et puis de leur expliquer comment on travaille et partager notre passion, quoi. Le mot de la fin? Ça permet de toujours ouvrir des nouveaux horizons et puis se dire qu'il y a d'autres chemins qui sont possibles, et les rencontrer. En plus, quand les gens sont sympas et les produits sont bons, c'est cool. Donc merci d'avoir rendu ça possible en plus de ce qu'on avait fait. Donc c'est cool. Merci. En tout cas, merci à vous. Merci Adrien. Merci à toi, Mickaël. À très bientôt. On se retrouvera du coup pour Philly Brandt dans le prochain épisode. Alors moi, en aparté, je vais partir à la rencontre de petits entrepreneurs d'ici quelques jours qui font des infusions. Je n'en dis pas plus, mais ça vaut le coup d'œil également à découvrir, parce que ça s'appelle des papilles, autant le mettre un petit peu en place. En tout cas, d'ici là, merci à tous d'avoir participé. On sera aussi dans le Haut-Rhin à partir du mois de septembre. Comme je dis toujours, buvons modérément, buvons libre, buvons Alsace. Skelt. N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.